20 000 lieues sous les mers, Jules Verne. Deuxième partie. Chapitre 16, faute d'air. Ainsi, autour du Nautilus, au-dessus, au-dessous, un impénétrable mur de glace. Nous étions prisonniers de la banquise. Le Canadien avait frappé une table de son formidable poing. Conseil se taisait. Je regardais le capitaine. Sa figure avait repris son impassibilité habituelle. Il s'était croisé les bras. Il réfléchissait. Le Nautilus ne bougeait plus. Le capitaine prit alors la parole. « Messieurs, il y a 2 manières de mourir dans les conditions où nous sommes. » Cet inexplicable personnage avait l'air d'un professeur de mathématiques qui fait une démonstration à ses élèves. La première, c'est de mourir écrasé. La seconde, c'est de mourir asphyxié. Je ne parle pas de la possibilité de mourir de faim, car les approvisionnements du Nautilus dureront certainement plus que nous. Préoccupons-nous donc des chances d'écrasement et d'asphyxie. Quant à l'asphyxie, capitaine, elle n'est pas à craindre, car nos réservoirs sont pleins. Juste. Mais ils ne donneront que 2 jours d'air. Or, voilà 36 heures que nous sommes enfouis sous les eaux, et déjà l'atmosphère alourdie du Nautilus demande à être renouvelée. Dans 48 heures, notre réserve sera épuisée. Eh bien, capitaine, soyons délivrés avant 48 heures. Nous le tenterons, du moins en perçant la muraille qui nous entoure. De quel côté ? C'est ce que la sonde nous apprendra. Je vais échouer le Nautilus sur le banc inférieur et mes hommes, revêtus de scaphandres, attaqueront l'iceberg par sa paroi la moins épaisse. Peut-on ouvrir les panneaux du salon ? Sans inconvénient. Nous ne marchons plus. Le capitaine Nemo sortit. Bientôt, des sifflements m'apprirent que l'eau s'introduisait dans les réservoirs. Le Nautilus s'abaissa lentement et reposa sur le fond de glace par une profondeur de 350 mètres, profondeur à laquelle était immergé le banc de glace inférieur. Mes amis, la situation est grave, mais je compte sur votre courage et sur votre énergie. Monsieur, ce n'est pas dans ce moment que je vous ennuierai de mes récriminations. Je suis prêt à tout faire pour le salut commun. Bien, Ned. J'ajouterai qu'habile à manier le pic comme le harpon, si je puis être utile au capitaine, il peut disposer de moi. Il ne refusera pas votre aide. Venez, Ned. Je conduisis le Canadien à la chambre où les hommes du Nautilus revêtaient leurs scaphandres. Je fis part au capitaine de la proposition de Ned qui fut acceptée. Le Canadien endossa son costume de mer et fut aussitôt prêt que ses compagnons de travail. Quelques instants après, nous voyions une douzaine d'hommes de l'équipage prendre pied sur le banc de glace et parmi eux Ned Land, reconnaissable à sa haute taille. Le capitaine Nemo était avec eux. Le travail fut immédiatement commencé et conduit avec une infatigable opiniâtreté. Après 2 heures d'un travail énergique, Ned Land rentra épuisé. Ses compagnons et lui furent remplacés par de nouveaux travailleurs auxquels nous nous joignîmes, Conseil et moi. Le second du Nautilus nous dirigeait. L'eau me parut singulièrement froide, mais je me réchauffai promptement en maniant le pic. Mes mouvements étaient libres, très libres, bien qu'ils se produisissent sous une pression de 30 atmosphères. Quand je rentrai, après 2 heures de travail, pour prendre quelque nourriture et quelques repos, je trouvai une notable différence entre le fluide pur que me fournissait l'appareil Rouquayrol et l'atmosphère du Nautilus, déjà chargée d'acide carbonique. L'air n'avait pas été renouvelé depuis 48 heures et ses qualités vivifiantes étaient considérablement affaiblies. Cependant, en un laps de 12 heures, nous n'avions enlevé qu'une tranche de glace épaisse d'1 mètre sur la superficie dessinée, soit environ 600 mètres cubes. En admettant que le même travail fut accompli par 12 heures, il fallait encore 5 nuits et 4 jours pour mener à bonne fin cette entreprise. 5 nuits et 4 jours, et nous n'avons que pour 2 jours d'air dans les réservoirs.
Sans compter qu'une fois sortis de cette damnée prison, nous serons encore emprisonnés sous la banquise et sans communication possible avec l'atmosphère. Réflexion juste. Qui pouvait alors prévoir le minimum de temps nécessaire à notre délivrance? L'asphyxie ne nous aurait-elle pas étouffés avant que le Nautilus eût pu revenir à la surface des flots? Était-il destiné à périr dans ce tombeau de glace avec tous ceux qui le renfermaient? La situation paraissait terrible. Mais chacun l'avait envisagée en face et tous étaient décidés à faire leur devoir jusqu'au bout. Cette journée, pendant plusieurs heures, je maniais le pic avec opiniâtreté. Ce travail me soutenait. D'ailleurs, travailler, c'était quitter le Nautilus. C'était respirer directement cet air pur emprunté au réservoir et fourni par les appareils. C'était abandonner une atmosphère appauvrie et viciée. Vers le soir, la fosse s'était encore creusée d'1 mètre. Quand je rentrai à bord, je faillis être asphyxié par l'acide carbonique dont l'air était saturé. Ce soir-là, le capitaine Nemo dut ouvrir les robinets de ses réservoirs et lancer quelques colonnes d'air pur à l'intérieur du Nautilus. Sans cette précaution, nous ne nous serions pas réveillés. Le lendemain, 26 mars, je repris mon travail de mineur en entamant le 5e mètre. Les parois latérales et la surface inférieure de la banquise s'épaississaient visiblement. Il était évident qu'elles se rejoindraient avant que le Nautilus fût parvenu à se dégager. Le désespoir me prit un instant. Mon pic fut près de s'échapper de mes mains. À quoi bon creuser si je devais périr étouffé, écrasé par cette eau qui se faisait pierre? Un supplice que la férocité des sauvages n'eût pas même inventé. Il me semblait que j'étais entre les formidables mâchoires d'un monstre qui se rapprochait irrésistiblement. En ce moment, le capitaine Nemo, dirigeant le travail, travaillant lui-même, passa près de moi. Je le touchai de la main et lui montrai les parois de notre prison. La muraille de tribord s'était avancée à moins de 4 mètres de la coque du Nautilus. Le capitaine me comprit et me fit signe de le suivre. Nous rentrâmes à bord. Mon scaphandre ôté, je l'accompagnai dans le salon. Monsieur Aronnax, il faut tenter quelque héroïque moyen où nous allons être scellés dans cette eau solidifiée comme dans du ciment. Oui, mais que faire? Ah, si mon Nautilus était assez fort pour supporter cette pression sans en être écrasé. Eh bien, Ne comprenez-vous pas que cette congélation de l'eau nous viendrait en aide? Ne voyez-vous pas que, par sa solidification, elle ferait éclater ces champs de glace qui nous emprisonnent, comme elle fait en se gelant éclater les pierres les plus dures? Ne sentez-vous pas qu'elle serait un agent de salut au lieu d'être un agent de destruction? oui, capitaine, peut-être. Mais quelque résistance à l'écrasement que possède le Nautilus, il ne pourrait supporter cette épouvantable pression et s'aplatirait comme une feuille de tôle. Je le sais, monsieur. Il ne faut donc pas compter sur les secours de la nature, mais sur nous-mêmes. Il faut s'opposer à cette solidification. Il faut l'enrayer. Non seulement les parois latérales se resserrent, mais il ne reste pas 10 pieds d'eau à l'avant ou à l'arrière du Nautilus. La congélation nous gagne de tous les côtés. Combien de temps l'air des réservoirs nous permettra-t-il de respirer à bord? Après-demain, les réservoirs seront vides. Une sueur froide m'envahit. Et cependant, devais-je m'étonner de cette réponse? Le 22 mars, le Nautilus s'était plongé sous les eaux libres du pôle. Nous étions au 26. Depuis 5 jours, nous vivions sur les réserves du bord. Et ce qui restait d'air respirable, il fallait le conserver aux travailleurs. Cependant, le capitaine Nemo réfléchissait, silencieux, immobile. Visiblement, une idée lui traversait l'esprit, mais il paraissait la repousser.
Il se répondait négativement à lui-même. Enfin, ces mots s'échappèrent de ses lèvres. L'eau bouillante. L'eau bouillante? Oui, monsieur. Nous sommes renfermés dans un espace relativement restreint. Est-ce que des jets d'eau bouillante, constamment injectés par les pompes du Nautilus, n'élèveraient pas la température de ce milieu et ne retarderaient pas sa congélation? Il faut l'essayer. Essayons, monsieur le professeur. Le thermomètre marquait alors -7 degrés à l'extérieur. Le capitaine Nemo me conduisit aux cuisines où fonctionnaient de vastes appareils distillatoires qui fournissaient l'eau potable par évaporation. Ils se chargèrent d'eau et toute la chaleur électrique des piles fut lancée à travers les serpentins baignés par le liquide. En quelques minutes, cette eau avait atteint 100 degrés. Elle fut dirigée vers les pompes pendant qu'une eau nouvelle la remplaçait au fur et à mesure. La chaleur développée par les piles était telle que l'eau froide, puisée à la mer, après avoir seulement traversé les appareils, arrivait bouillante au corps de pompe. L'injection commença et 3 heures après, le thermomètre marquait extérieurement 6 degrés au-dessous de zéro. C'était 1 degré de gagné. 2 heures plus tard, le thermomètre n'en marquait que 4. Nous réussirons! Je le pense. Nous ne serons pas écrasés. Nous n'avons plus que l'asphyxie à craindre. Pendant la nuit, la température de l'eau remonta à 1 degré au-dessous de zéro. Les injections ne purent la porter à un point plus élevé. Mais, comme la congélation de l'eau de mer ne se produit qu'à moins de 2 degrés, je fus enfin rassuré contre les dangers de la solidification. Le lendemain, 27 mars, 6 mètres de glace avaient été arrachés de l'alvéole. 4 mètres seulement restaient à enlever. C'était encore 48 heures de travail. L'air ne pouvait plus être renouvelé à l'intérieur du Nautilus. Aussi, cette journée alla-t-elle toujours en empirant. Une lourdeur intolérable m'accabla. Vers 3 heures du soir, ce sentiment d'angoisse fut porté en moi à un degré violent. Des bâillements me disloquaient les mâchoires. Mes poumons haletaient en cherchant ce fluide comburant, indispensable à la respiration, et qui se raréfiait de plus en plus. Une torpeur morale s'empara de moi. J'étais étendu sans force, presque sans connaissance. Mon brave Conseil, pris des mêmes symptômes, souffrant des mêmes souffrances, ne me quittait plus. Il me prenait la main, il m'encourageait, et je l'entendais encore murmurer « Ah, si je pouvais ne pas respirer pour laisser plus d'air à monsieur. » Les larmes me venaient aux yeux de l'entendre parler ainsi. Si notre situation à tous était intolérable à l'intérieur, avec quelle hâte, avec quel bonheur nous revêtions nos scaphandres pour travailler à notre tour. Les pics résonnaient sur la couche glacée. Les bras se fatiguaient, les mains s'écorchaient. Mais qu'étaient ces fatigues? Qu'importaient ces blessures? L'air vital arrivait aux poumons. On respirait. Et cependant, personne ne prolongeait au-delà du temps voulu son travail sous les eaux. Sa tâche accomplie, chacun remettait à ses compagnons haletants le réservoir qui devait lui verser la vie. Le capitaine Nemo donnait l'exemple et se soumettait le premier à cette sévère discipline. L'heure arrivait, il cédait son appareil à un autre et rentrait dans l'atmosphère viciée du bord, toujours calme, sans une défaillance, sans un murmure. Ce jour-là, le travail habituel fut accompli avec plus de vigueur encore. 2 mètres seulement restaient à enlever sur toute la superficie. 2 mètres seulement nous séparaient de la mer libre. Mais les réservoirs étaient presque vides d'air. Le peu qui restait devait être conservé aux travailleurs. Pas un atome pour le Nautilus. Lorsque je rentrai à bord,
Je fus à demi suffoqué. Quelle nuit! Je ne saurais la peindre. De telles souffrances ne peuvent être décrites. Le lendemain, ma respiration était oppressée. Aux douleurs de tête se mêlaient d'étourdissants vertiges qui faisaient de moi un homme ivre. Mes compagnons éprouvaient les mêmes symptômes. Quelques hommes de l'équipage râlaient. Ce jour-là, le 6e de notre emprisonnement, le capitaine Nemo, trouvant trop lent la pioche et le pic, résolut d'écraser la couche de glace qui nous séparait encore de la nappe liquide. Cet homme avait conservé son sang-froid et son énergie. Il domptait par sa force morale les douleurs physiques. Il pensait, il combinait, il agissait. D'après son ordre, le bâtiment fut soulagé, c'est-à-dire soulevé de la couche glacée par un changement de pesanteur spécifique. Lorsqu'il flotta, on le hala de manière à l'amener au-dessus de l'immense fosse dessinée suivant sa ligne de flottaison. Puis, ses réservoirs d'eau s'emplissant, il descendit et s'embotta dans l'alvéole. En ce moment, tout l'équipage rentra à bord et la double porte de communication fut fermée. Le Nautilus reposait alors sur la couche de glace qui n'avait pas 1 mètre d'épaisseur et que les sondes avaient trouée en 1000 endroits. Les robinets des réservoirs furent alors ouverts en grand et 100 mètres cubes d'eau s'y précipitèrent, accroissant de 100 000 kg le poids du Nautilus. Nous attendions, nous écoutions, oubliant nos souffrances, espérant encore. Nous jouions notre salut sur un dernier coup. Malgré les bourdonnements qui emplissaient ma tête, j'entendis bientôt des frémissements sous la coque du Nautilus. Un dénivellement se produisit. La glace craqua avec un fracas singulier, pareil à celui du papier qui se déchire, et le Nautilus s'abaissa. « Nous passons. » murmura Conseil à mon oreille. Je ne pus lui répondre. Je saisis sa main. Je la pressai dans une convulsion involontaire. Tout à coup, emporté par son effroyable surcharge, le Nautilus s'enfonça comme un boulet sous les eaux, c'est-à-dire qu'il tomba comme il l'eût fait dans le vide. Toute la force électrique fut mise sur les pompes qui aussitôt commencèrent à chasser l'eau des réservoirs. Après quelques minutes, notre chute fut enrayée. Bientôt même, le manomètre indiqua un mouvement ascensionnel. L'hélice, marchant à toute vitesse, fit tressaillir la coque de tôle jusque dans ses boulons et nous entraîna vers le nord. Mais que devait durer cette navigation sous la banquise jusqu'à la mer libre? Un jour encore, je serais mort avant. À demi étendu sur un divan de la bibliothèque, je suffoquais. Ma face était violette, mes lèvres bleues, mes facultés suspendues. Je ne voyais plus, je n'entendais plus. La notion du temps avait disparu de mon esprit. Mes muscles ne pouvaient se contracter. Les heures qui s'écoulèrent ainsi, je ne saurais les évaluer. Mais j'eus la conscience de mon agonie qui commençait. Je compris que j'allais mourir. Soudain, je revins à moi. Quelques bouffées d'air pénétraient dans mes poumons. Étions-nous remontés à la surface des flots? Avions-nous franchi la banquise? Non. C'étaient Ned et Conseil, mes 2 braves amis, qui se sacrifiaient pour me sauver. Quelques atomes d'air restaient encore au fond d'un appareil. Au lieu de le respirer, ils l'avaient consacré pour moi. Et tandis qu'ils suffoquaient, ils me versaient la vie goutte à goutte. Je voulus repousser l'appareil. Ils me tinrent les mains et pendant quelques instants, je respirai avec volupté. Mes regards se portèrent vers l'horloge. Il était 11 heures du matin. Nous devions être au 28 mars. Le Nautilus marchait avec une vitesse effrayante de 40 000 à l'heure. Il se tordait dans les eaux. Où était le capitaine Nemo? Avait-il succombé? Ses compagnons étaient-ils morts avec lui?
En ce moment, le manomètre indiqua que nous n'étions plus qu'à 20 pieds de la surface. Un simple champ de glace nous séparait de l'atmosphère. Ne pouvait-on le briser? Peut-être. En tout cas, le Nautilus allait le tenter. Je sentis, en effet, qu'il prenait une position oblique, abaissant son arrière et relevant son éperon. Une introduction d'eau avait suffi pour rompre son équilibre. Puis, poussé par sa puissante hélice, il attaqua l'icefield par en dessous, comme un formidable bélier. Il le crevait peu à peu, se retirait, donnait à toute vitesse contre le champ qui se déchirait, et enfin, emporté par un élan suprême, il s'élança sur la surface glacée, qu'il écrasa de son poids. Le panneau fut ouvert, on pourrait dire arraché, et l'air pur s'introduisit à flot dans toutes les parties du Nautilus. Chapitre 17. Du Cap Horn à l'Amazone. Comment étais-je sur la plateforme? Je ne saurais le dire. Peut-être le Canadien m'y avait-il transporté. Mais je respirais, je humais l'air vivifiant de la mer. Mes deux compagnons s'enivraient près de moi de ces fraîches molécules. Les malheureux, trop longtemps privés de nourriture, ne peuvent se jeter inconsidérément sur les premiers aliments qu'on leur présente. Nous, au contraire, nous n'avions pas à nous modérer. Nous pouvions aspirer à plein poumon les atomes de cette atmosphère, et c'était la brise elle-même qui nous versait cette voluptueuse ivresse. Ah, que c'est bon l'oxygène. Que monsieur ne craigne pas de respirer. Il y en a pour tout le monde. Quant à Ned Land, il ne parlait pas, mais il ouvrait des mâchoires à effrayer un requin. Et quelles puissantes aspirations! Le Canadien tirait comme un poêle en pleine combustion. Les forces nous revinrent promptement, et lorsque je regardais autour de moi, je vis que nous étions seuls sur la plateforme. Aucun homme de l'équipage, pas même le capitaine Nemo. Les étranges marins du Nautilus se contentaient de l'air qui circulait à l'intérieur. Aucun n'était venu se délecter en pleine atmosphère. Les premières paroles que je prononçai furent des paroles de remerciement et de gratitude pour mes deux compagnons. Ned et Conseil avaient prolongé mon existence pendant les dernières heures de cette longue agonie. Toute ma reconnaissance ne pouvait payer trop un tel dévouement. Bon, monsieur le professeur, cela ne vaut pas la peine d'en parler. Quel mérite avons-nous eu à cela? Aucun. Ce n'était qu'une question d'arithmétique. Votre existence valait plus que la nôtre. Donc il fallait la conserver. Non, Ned, elle ne valait pas plus. Personne n'est supérieur à un homme généreux et bon, et vous l'êtes. C'est bien. C'est bien. Et toi, mon brave Conseil, tu as bien souffert. Mais pas trop, pour tout dire à monsieur. Il me manquait bien quelques gorgées d'air, mais je crois que je m'y serais fait. D'ailleurs, je regardais monsieur qui se pâmait, et cela ne me donnait pas la moindre envie de respirer. Mes amis, nous sommes liés les uns aux autres pour jamais, et vous avez sur moi des droits. Dont j'abuserai. Hein? Oui, le droit de vous entraîner avec moi quand je quitterai cet infernal Nautilus. Au fait, allons-nous du bon côté? Oui, puisque nous allons du côté du soleil, et ici le soleil, c'est le nord. Sans doute. Mais il reste à savoir si nous rallions le Pacifique ou l'Atlantique, c'est-à-dire les mers fréquentées ou désertes. À cela, je ne pouvais répondre, et je craignais que le capitaine Nemo ne nous ramenât plutôt vers ce vaste océan qui baigne à la fois les côtes de l'Asie et de l'Amérique. Il compléterait ainsi son tour du monde sous-marin et reviendrait vers ces mers où le Nautilus trouvait la plus entière indépendance. Mais si nous retournions au Pacifique, loin de toute terre habitée, que devenaient les projets de Ned Land? Nous devions, avant peu, être fixés sur ce point important. Le Nautilus marchait rapidement. Le cercle polaire fut bientôt franchi et le cap mis sur le promontoire de Horn. Nous étions par le travers de la pointe américaine le 31 mars à 7 heures du soir. Alors, toutes nos souffrances passées étaient oubliées. Le souvenir de cet emprisonnement dans les glaces s'effaçait de notre esprit.
nous ne songions qu'à l'avenir. Le capitaine Nemo ne paraissait plus ni dans le salon, ni sur la plateforme. Le point reporté chaque jour sur la planisphère et fait par le second me permettait de relever la direction exacte du Nautilus. Or, ce soir-là, il devint évident, à ma grande satisfaction, que nous revenions au nord par la route de l'Atlantique. J'appris aux Canadiens et à Conseil le résultat de mes observations. Bonne nouvelle. Mais où va le Nautilus? Je ne saurais le dire, Ned. Son capitaine voudrait-il, après le pôle sud, affronter le pôle nord et revenir au Pacifique par le fameux passage du nord-ouest? Il ne faudra pas l'en défier. Eh bien, nous lui fausserons compagnie, auparavant. En tout cas, c'est un maître homme que ce capitaine Nemo. Et nous ne regretterons pas de l'avoir connu. Surtout quand nous l'aurons quitté. Le lendemain, 1er avril, lorsque le Nautilus remonta à la surface des flots, quelques minutes avant midi, nous eûmes connaissance d'une côte à l'ouest. C'était la Terre du Feu, à laquelle les premiers navigateurs donnèrent ce nom en voyant les fumées nombreuses qui se levaient des huttes indigènes. Lorsque les dernières hauteurs des Malouines eurent disparu sous l'horizon, le Nautilus s'immergea entre 20 et 25 mètres et suivit la côte américaine. Le capitaine Nemo ne se montrait pas. Jusqu'au 3 avril, nous ne quittâmes pas les parages de la Patagonie. Le Nautilus dépassa le large estuaire formé par l'embouchure de la Plata et se trouva, le 4 avril, par le travers de l'Uruguay, mais à 50 milles au large. Sa direction se maintenait au nord et il suivait les longues sinuosités de l'Amérique méridionale. Nous avions fait alors 16 000 lieues depuis notre embarquement dans les mers du Japon. Le capitaine Nemo, au grand déplaisir de Ned Land, n'aimait pas le voisinage de ces côtes habitées du Brésil, car il marchait avec une vitesse vertigineuse. Cette rapidité se soutint pendant plusieurs jours, et le 9 avril, au soir, nous avions connaissance de la pointe la plus orientale de l'Amérique du Sud, qui forme le cap San Roque. Mais le 11 avril, la Terre nous réapparut à l'ouvert du fleuve des Amazones, vaste estuaire dont le débit est si considérable qu'il dessale la mer sur un espace de plusieurs lieues. L'équateur était coupé. À 20 milles dans l'ouest restait les Guyanes, une terre française sur laquelle nous eussions trouvé un facile refuge. Le lendemain, 12 avril, pendant la journée, le Nautilus s'approcha de la côte hollandaise vers l'embouchure du Maroni. Ce jour-là, une pêche singulièrement pratiquée vint encore accroître les réserves du Nautilus, tant ces mers se montraient giboyeuses. La pêche terminée, le Nautilus se rapprocha de la côte. En cet endroit, un certain nombre de tortues marines dormaient à la surface des flots. Cette pêche termina notre séjour sur les parages de l'Amazone et, la nuit venue, le Nautilus regagna la haute mer. Chapitre 18. Les poulpes. Pendant quelques jours, le Nautilus s'écarta constamment de la côte américaine. Il ne voulait pas évidemment fréquenter les flots du golfe du Mexique ou de la mer des Antilles. Le 16 avril, nous eûmes connaissance de la Martinique et de la Guadeloupe à une distance de 30 milles environ. J'aperçus un instant leur piton élevé. Le Canadien, qui comptait mettre ses projets à exécution dans le golfe, soit en gagnant une terre, soit en accostant un des nombreux bateaux qui font le cabotage d'une île à l'autre, fut très décontenancé. La fuite eût été très praticable si Ned Land fût parvenu à s'emparer du canot à l'insu du capitaine. Mais en plein océan, il ne fallait plus y songer. Le 20 avril, nous étions remontés à une hauteur moyenne de 1500 mètres. La terre la plus rapprochée était alors cet archipel des îles Lucailles, disséminées comme un tas de pavés à la surface des eaux. Il était environ 11 heures quand Ned Land attira mon attention sur un formidable fourmillement qui se produisait à travers les grandes algues. Eh bien, ce sont là de véritables cavernes à poulpes, et je ne serais pas étonné d'y voir quelques-uns de ces monstres. Quoi ?
Des calmars? De simples calmars? De la classe des céphalopodes? Non, des poulpes de grande dimension. Mais l'ami Land s'est trompé sans doute, car je n'aperçois rien. C'était un calmar de dimension colossale, ayant 8 mètres de longueur. Il marchait à reculons avec une extrême vélocité dans la direction du Nautilus. Il regardait de ses énormes yeux fixes à teinte glauque. Ses 8 bras, ou plutôt ses 8 pieds, implantés sur sa tête, qui ont valu à ces animaux le nom de céphalopodes, avaient un développement double de son corps et se tordaient comme la chevelure des furies. On voyait distinctement les 250 ventouses disposées sur la face interne des tentacules sous forme de capsules semi-sphériques. Parfois, ces ventouses s'appliquaient sur la vitre du salon en y faisant le vide. La bouche de ce monstre, un bec de corne fait comme le bec d'un perroquet, s'ouvrait et se refermait verticalement. Sa langue, substance cornée, armée elle-même de plusieurs rangées de dents aiguës, sortait en frémissant de cette véritable cisaille. Quelle fantaisie de la nature! Un bec d'oiseau à un mollusque. Son corps, fusiforme et renflé dans sa partie moyenne, formait une masse charnue qui devait peser 20 à 25 000 kilogrammes. Sa couleur inconstante, changeant avec une extrême rapidité suivant l'irritation de l'animal, passait successivement du gris livide au brun rougeâtre. D'autres poulpes apparaissaient à la vitre de tribord. J'en comptais 7. Ils faisaient cortège au Nautilus et j'entendis les grincements de leur bec sur la coque de tôle. Nous étions servis à souhait. Je continuai mon travail. Ces monstres se maintenaient dans nos eaux avec une telle précision qu'ils semblaient immobiles. Et j'aurais pu les décalquer en raccourci sur la vitre. D'ailleurs, nous marchions sous une allure modérée. Tout à coup, le Nautilus s'arrêta. Un choc le fit tressaillir dans toute sa membrure. Est-ce que nous avons touché? En tout cas, nous serions déjà dégagés, car nous flottons. Le Nautilus flottait sans doute, mais il ne marchait plus. Les branches de son hélice ne battaient pas les flots. Une minute se passa. Le capitaine Nemo, suivi de son second, entra dans le salon. Je ne l'avais pas vu depuis quelque temps. Il me parut sombre. Sans nous parler, sans nous voir peut-être, il alla au panneau, regarda les poulpes et dit quelques mots à son second. Celui-ci sortit. Bientôt, les panneaux se refermèrent. Le plafond s'illumina. J'allai vers le capitaine. Une curieuse collection de poulpes. En effet, monsieur le naturaliste. Et nous allons les combattre corps à corps. Je regardai le capitaine. Je croyais n'avoir pas bien entendu. Corps à corps? Oui, monsieur. L'hélice est arrêtée. Je pense que les mandibules cornées de l'un de ces calmars se sont engagées dans ses branches. Ce qui nous empêche de marcher. Et qu'allez-vous faire? Remonter à la surface et massacrer toute cette vermine. Entreprise difficile. En effet, les balles électriques sont impuissantes contre ces chairs molles où elles ne trouvent pas assez de résistance pour éclater. Mais nous les attaquerons à la hache. Et au harpon, monsieur, si vous ne refusez pas mon aide. Je l'accepte, maître Land. Nous vous accompagnerons. Là, une dizaine d'hommes, armés de haches d'abordage, se tenaient prêts à l'attaque. Conseil et moi, nous prîmes 2 haches. Ned Land saisit un harpon. Le Nautilus était alors revenu à la surface des flots. Un des marins, placé sur les derniers échelons, dévissait les boulons du panneau. Mais les écrous étaient à peine dégagés que le panneau se releva avec une violence extrême, évidemment tirée par la ventouse d'un bras de poulpe. Aussitôt, un de ses longs bras se glissa comme un serpent par l'ouverture et 20 autres s'agitèrent au-dessus. D'un coup de hache, le capitaine Nemo coupa ce formidable tentacule qui glissa sur les échelons en se tordant. Au moment où nous nous pressions les uns sur les autres pour atteindre la plateforme, 2 autres bras, cinglant l'air, s'abattirent sur le marin placé devant le capitaine Nemo et l'enlevèrent avec une violence irrésistible. Le capitaine Nemo poussa un cri et s'élança au dehors. Nous nous étions précipités à sa suite. L'infortuné était perdu. Qui pouvait l'arracher à cette puissante étreinte ?
Cependant, le capitaine Nemo s'était précipité sur le poulpe et d'un coup de hache, il lui avait encore abattu un bras. Son second luttait avec rage contre d'autres monstres qui rampaient sur les flancs du Nautilus. L'équipage se battait à coups de hache. Le Canadien, Conseil et moi, nous enfoncions nos armes dans ces masses charnues. Une violente odeur de musc pénétrait l'atmosphère. C'était horrible. Un instant, je crus que le malheureux serait arraché à sa puissante succion. 7 bras sur 8 avaient été coupés. Un seul, brandissant la victime comme une plume, se tordait dans l'air. Mais au moment où le capitaine Nemo et son second se précipitaient sur lui, l'animal lança une colonne d'un liquide noirâtre, sécrété par une bourse située dans son abdomen. Nous en fûmes aveuglés. Quand ce nuage se fut dissipé, le calmar avait disparu, et avec lui, mon infortuné compatriote. Quelle rage nous poussa alors contre ces monstres. On ne se possédait plus. 10 ou 12 poulpes avaient envahi la plateforme et les flancs du Nautilus. Nous roulions pêle-mêle au milieu de ces tronçons de serpents qui tressautaient sur la plateforme dans des flots de sang et d'encre noire. Il semblait que ces visqueux tentacules renaissaient comme les têtes de l'hydre. Le harpon de Ned Land, à chaque coup, se plongeait dans les yeux glauques des calmars et les crevait. Mais mon audacieux compagnon fut soudain renversé par les tentacules d'un monstre qu'il n'avait pu éviter. Ah, comment mon cœur ne s'est-il pas brisé d'émotion et d'horreur! Le formidable bec du calmar s'était ouvert sur Ned Land. Ce malheureux allait être coupé en deux. Je me précipitai à son secours, mais le capitaine Nemo m'avait devancé. Sa hache disparut entre les deux énormes mandibules et, miraculeusement sauvé, le Canadien, se relevant, plongea son harpon tout entier jusqu'au triple cœur du poulpe. Je me devais cette revanche, dit le capitaine Nemo au Canadien. Ned s'inclina sans lui répondre. Ce combat avait duré un quart d'heure. Les monstres vaincus, mutilés, frappés à mort, nous laissèrent enfin la place et disparurent sous les flots. Le capitaine Nemo, rouge de sang, immobile près du fanal, regardait la mer qui avait englouti l'un de ses compagnons et de grosses larmes coulaient de ses yeux.